Bien, ce soir est un débat pas une conférence, mais une présentation sur l'Arabie Saoudite avec pour titre Enjeux régionaux et sociétaux. Et c'est organisé en partenariat avec la revue Moyen-Orient. Toute petite introduction. Bon, vous êtes tous venus parce que l'Arabie Saoudite fait parler beaucoup d'elle aujourd'hui. Beaucoup de critiques même sont faites. Ça anime beaucoup les discussions. C'est vrai qu'aujourd'hui, entre l'action en Syrie, l'accord sur le nucléaire iranien qui touche l'Arabie Saoudite, l'exécution des 47 djihadistes et de quelques responsables chiites en Arabie Saoudite la semaine dernière, l'annonce d'une grande coalition de 134 musulmans que dirigerait l'Arabie Saoudite, la guerre menée par l'Arabie Saoudite au Yémen, les problèmes économiques et l'annonce pour la première fois de l'instauration d'une TVA, ce qui remet en question, dit-on, l'État rentier et le pacte social. Enfin, beaucoup de questions qui se posent, qui se concentrent à un même moment sur l'Arabie Saoudite, avec ce qui rompt un peu ce qu'on avait l'habitude de voir, une Arabie Saoudite dans les décennies précédentes, qui agissait discrètement, qui ne faisait pas trop voir, et aujourd'hui qui est sur le devant de la scène et qui agit de façon ostensible. Alors, cette nouvelle posture est-elle le fruit d'une volonté offensive face aux défis régionaux, ou n'est-ce pas plutôt le fruit d'une accumulation de peur de la part du régime pour sa pérennité, et ceci avec des dimensions extérieures mais aussi intérieures très importantes. Donc, pour en parler ce soir, Fathia Dazieni, politologue, spécialiste des monarchies du Golfe, maître de conférences à l'IEP de Lille, et Stéphane Lacroix, professeur associé à l'école des affaires internationales de Sciences Po et chercheur au CERI, deux personnes qui, vous le verrez, vous apporteront un éclairage intéressant. Maintenant, je leur laisse la parole et je commence par Stéphane. À toi. 20 minutes chacun, et après, toutes les questions sont dans la salle. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas exactement comment on se répartit les choses. On va essayer de prolonger la réflexion l'un de l'autre et voir comment on s'organise avec Fatiha. Bon, je crois que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir sur le changement de paradigme auquel on assiste, qui est lui-même, ou qui trouve en partie son origine dans les changements à la tête du pouvoir qui ont eu lieu au début de l'année 2015. Avec l'arrivée au pouvoir du roi Salman, qui succède au roi Abdallah, et puis avec toutes les nominations qui ont eu lieu dans la foulée, et en particulier donc la nomination de son fils au poste de vice-prince héritier, ministre de la Défense, président du Conseil économique et social, en particulier donc en charge de l'Aramco et des questions pétrolières, et pour un temps chef du Diwan royal. Donc c'est Mohammed bin Salman, ce fils en question, il a aujourd'hui un CV très long, alors qu'il y a encore quelques mois, personne ne le connaissait. Il a 30 ans, c'est un homme nouveau, pas du tout un ancien du système. Et donc, ça, c'est une petite révolution. Il est aujourd'hui celui qui, en Arabie, concentre entre ses mains l'essentiel du pouvoir. Donc, c'est un homme très jeune. C'est une petite révolution dans le système, mais aussi à l'échelle de toutes les monarchies du Golfe, puisque dans aucune des monarchies voisines, on a quelqu'un d'aussi jeune à la tête réellement des affaires de l'État. Oui, on a Tamim, pardon. Mais il est un peu plus vieux, Tamim. Quelques années de plus. Donc, alors, pourquoi c'est une vraie révolution? Pourquoi c'est un vrai changement? Parce que l'Arabie saoudite, par le passé, de manière classique, traditionnelle, elle était gouvernée de manière collégiale. C'était donc ce qu'on appelle une monarchie dynastique entre spécialistes, et on oppose la monarchie dynastique à la monarchie absolue. La monarchie absolue, c'est une monarchie où le pouvoir se concentre entre les mains d'un homme, le roi, alors que dans une monarchie dynastique, c'est la dynastie, c'est-à-dire l'institution famille, qui règne.
Et donc, ça, c'est quelque chose qui remonte en Arabie Saoudite à la mort du roi fondateur de l'Arabie moderne, le roi Abdelaziz bin Saoud, celui que Benoît Méchain appelait Ibn Saoud. Donc, il meurt en 1953 et on dit que sur son lit de mort, hein, ça c'est un peu la légende, mais je crois qu'elle dit bien ce qui se passe à ce moment-là. Sur son lit de mort, il aurait réuni tous ses fils autour de lui. Alors, tous ses fils, ça fait déjà du monde parce qu'ils sont une cinquantaine arrivés à l'âge adulte. Parmi les fils d'Abdelaziz, ils sont plus nombreux au départ. Puis évidemment, si on ajoute les filles, on a quand même un homme qui a engendré une progéniture nombreuse, très nombreuse. Donc, ces cinquantaine de fils sont réunis autour de lui sur son lit de mort et il leur dit il faut que vous gouverniez ensemble, ne vous disputez jamais, partagez-vous le pouvoir et faites en sorte que toute décision soit prise après consultation entre vous et après consensus. Donc, là encore, l'idée, c'est de ne jamais permettre qu'une partie de la famille se sente exclue et puisse potentiellement se retourner contre l'autre partie de la famille. Il ne faut jamais qu'il y ait de division. Alors Abdelaziz, quand il a ça en tête, il pense à ce qui s'est passé en particulier à la fin du 19e siècle, puisque cet État saoudien moderne qu'on connaît au 20e siècle, il a eu deux avatars précédents, dont un au 18e siècle et un au 19e siècle. Et celui du 19e siècle s'est précisément effondré du fait d'une rivalité fratricide qui a mené en 1870 à un effondrement de ce deuxième État saoudien. Donc Abdelaziz, il a ça en tête. Finalement, la plus grande menace pour la monarchie saoudienne, elle n'est pas tant extérieure qu'intérieure, c'est-à-dire celle d'une division de la famille. Et pour remédier à cette menace, donc, il met en place, ou en tout cas, il encourage ses fils à mettre en place un système de gouvernance collégiale. Ça se traduit par un système où le roi n'est qu'un primus inter pares. Donc le roi, il a une voix prépondérante, mais toute la famille est associée à l'exercice du pouvoir dans un organe qu'on appelle le conseil de famille, qui n'apparaît pas sur l'organigramme officiel, mais qui est bien plus influent que toutes les institutions qui apparaissent sur l'organigramme officiel. Donc on a cette institution qui finalement, en coulisses, gouverne, là encore, beaucoup plus que les uns et les autres en fonction du titre qu'ils portent. Et puis, on a dès le départ un État qu'on partage entre les différents fils. Il y a vraiment on donne un morceau d'État à chacun. Et finalement, la création des ministères et des institutions de l'État moderne en Arabie Saoudite, elle répond aussi à cette nécessité de donner à chacun un fief, c'est-à-dire de donner à chacun un morceau d'État. Et mon collègue Stephen Hertog, qui a travaillé justement sur cette naissance des institutions modernes en Arabie Saoudite, explique très bien comment, dans les années 50 en particulier, on va créer des institutions de toutes pièces alors qu'elles n'ont aucune fonction réelle, simplement parce qu'il faut donner un fief à tel et tel. Donc finalement, la construction de l'État répond autant à des logiques de partage du pouvoir au sein de la famille royale qu'elle répond à des logiques d'efficacité institutionnelle en vérité. Mais très vite, évidemment, toutes ces institutions, donc, elles vont devenir les fiefs des uns et des autres. Et certains princes, évidemment, ceux qui sont les plus âgés, les plus influents, vont occuper les institutions les plus importantes. Ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères, vont devenir vraiment des lieux de pouvoir en soi au sein du système. Donc les rois se succèdent, ils se succèdent de manière horizontale, c'est un système de transmission adelphique du pouvoir, c'est-à-dire pouvoir se transmettre entre frères, au sein de tous ses fils réunis autour d'Abdelaziz le jour de sa mort. Et donc on a une succession de rois qui sont tous frères. Saoud d'abord, puis en 64 Faisal, puis en 75 Khaled, puis en 82 Fahad, puis en 2005 Abdallah, et puis finalement en 2015 Salman. Alors c'est un système qui, dans un premier temps, fonctionne assez bien. Vous avez des chercheurs en sciences politiques comme Michael Herb, qui a un livre à la fin des années 90 qui s'appelle All in the Family, tout dans la famille, qui compare justement le système politique des différentes monarchies du Golfe et qui explique que explique la très grande stabilité politique des monarchies du Golfe, c'est pas tant le pétrole, puisque lui dit, attendez, l'Iran, par exemple, était un État rentier, ça n'a pas empêché la révolution iranienne. La Libye était un État rentier, ça n'a pas empêché Kadhafi de prendre le pouvoir en 69. Donc lui dit ce que les monarchies du Golfe ont en plus que l'Iran et la Libye n'avaient pas, c'est précisément ce système de gouvernance collégiale dynastique. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important pour comprendre aussi le fonctionnement et la stabilité du pouvoir saoudien.
là encore, à chaque fois, on fait bien en sorte de n'exclure personne. Hein. Et toute la force du système, elle est là, d'une certaine manière, c'est de déjouer Ibn Khaldoun. Vous vous souvenez que toute la théorie d'Ibn Khaldoun, c'est de dire un système se construit sur une asabiya et une darwa, c'est-à-dire sur un esprit de corps et un message, mais le risque, c'est qu'après quelques générations, une fois que l'asabiya arrive au pouvoir, elle a tendance à se déliter, et elle va se déliter, se partager en factions qui vont se battre les unes contre les autres. Ça a mené à l'effondrement de l'État. Ça, c'est Ibn Khaldoun, XIVe siècle. D'une certaine manière, ce que les Saoudiens essayent de faire avec ce système, c'est de déjouer la prophétie d'Ibn Khaldoun. Pour le moment, ça a plutôt bien fonctionné. Mais évidemment, ce système, il est pérenne sur quelques générations, en vérité. Là, pour le moment... Alors, on a d'abord une famille qui s'est considérablement élargie, puisque, de la même manière qu'Abdelaziz s'était marié de nombreuses fois et avait eu une progéniture importante, beaucoup de ses fils ont fait la même chose. Et donc, vous avez aujourd'hui une famille qui compterait, dit-on, une vingtaine de milliers de membres. Hein. Donc, d'une certaine manière, c'est assez frappant d'imaginer qu'un homme mort en 1953 a engendré une tribu, finalement, hein, parce que 20 000 personnes, c'est beaucoup plus qu'une famille telle qu'on l'entend, une famille très, très élargie, on pourrait dire. Et évidemment, ce système aussi, donc, il fonctionne tant que vous êtes au sein de la première fratrie, c'est-à-dire les 50 et quelques qui étaient là en 1953. La vraie question, le vrai challenge, c'est l'une des questions d'ailleurs que tout le monde pose à chaque conférence sur l'Arabie Saoudite depuis des années, c'est mais qu'est-ce qu'on fait pour la génération suivante? C'est-à-dire que quand ce cercle de 50 princes de première génération, fils d'Abdelaziz, vient à s'éteindre, qu'est-ce qui doit arriver? Alors, depuis un certain temps, donc, on se prépare à l'idée qu'il va falloir changer de génération. Mais ce changement de génération, il est évidemment très inquiétant, puisque certains voudraient essayer de reproduire d'une manière ou d'une autre le même système de gouvernance collégiale à la seconde génération, mais on voit mal comment. La seconde génération, donc si vous prenez les petits-fils du roi fondateur, ils sont probablement autour de 500. Donc un système comme celui-là, à gérer entre 500 personnes qui se connaissent souvent très peu, parce que déjà, les différents fils d'Abdelaziz, ils ont souvent des mères différentes, parce que vous avez plusieurs mères. Mais là, vous avez des gens qui n'ont pas le même père et pas la même mère. Donc, ils sont des cousins, mais qui certainement n'ont pas du tout les mêmes liens qui les unissent. Quelle est la règle pour organiser le partage du pouvoir entre cette seconde génération? Tout ça était une grande question à laquelle il n'y avait pas vraiment de réponse depuis quelques années. Et ce qu'on pressentait, c'était finalement que le clan le plus fort allait être celui qui allait emporter le pouvoir pour lui-même. C'est-à-dire qu'entre ces 50 princes, malgré tout, se sont organisées des factions. Certaines factions sont plus fortes que les autres parce qu'elles ont des appuis institutionnels plus forts, parce que les princes qui représentent ces factions ont des fiefs qui sont plus influents, qui leur donnent plus d'influence au sein du système, parce qu'aussi ils constituent un groupe au sein de la fratrie, parce qu'ils ont la même mère. Hein. Donc on a beaucoup parlé pendant longtemps de l'influence exercée par ce qu'on appelle les Soudairis. Ce sont 7 princes au sein des 50 qui ont tous pour mère Hassa Soudairi, qui est donc l'une des femmes du roi Abdelaziz, dit-on sa femme préférée, et duquel il a eu 7 enfants. Donc ils sont les seuls à être 7 à avoir la même mère. Et donc ça aurait créé des liens particuliers entre eux, et ça leur aurait donné collectivement une influence plus grande au sein de la famille. Donc évidemment, beaucoup se pensent que le passage à la génération suivante va se faire au profit de ceux qui seront les plus installés, les plus influents, au détriment de tous les autres. Et d'une certaine manière, c'était ça qu'Abdallah avait essayé de conjurer en 2006, puisque Abdallah, lui, il a la particularité de venir, donc le précédent roi, il a la particularité de venir d'une faction qui est relativement faible au sein du système, puisque lui, il est le seul fils de sa mère, il est un prince relativement isolé en termes d'alliance, il n'a pas, comme les Soudairis, donc 6 autres frères de sang sur lesquels compter. Il a certes une base institutionnelle importante qui est la garde nationale, donc ça lui donnait quand même une certaine influence dans le système. Hein. La garde nationale, c'est l'un des 2 grands corps de l'armée saoudienne, celui qui puise dans les tribus, donc qui est quand même important dans un système, là encore, où, en particulier dans toute la construction du système, la domestication des tribus à travers la construction de la garde nationale a joué un rôle important dans la construction de l'État. Mais voilà, il manque d'alliés, Abdallah. Il n'a pas d'alliés. Alors il va chercher à faire des alliances avec tous ceux qui sont comme lui, qui n'ont pas d'alliés. Donc l'alliance d'Abdallah, en fait, c'est une anti-alliance. C'est-à-dire qu'il va chercher tous les princes isolés. L'un d'entre eux, c'est le prince Mogren, que Abdallah va nommer prince héritier.
qui est aussi quelqu'un qui est un personnage qui a peu d'influence dans le système, qui est aussi le seul fils de sa mère. Avec cette alliance, finalement, Abdallah essayait de contrer l'hégémonie des Soudayri qui, eux, peuvent compter sur la cohésion de ce groupe des 7. Et ce que Abdallah va chercher à faire même, c'est, en 2006, donc, pour un peu donc conjurer la possibilité d'une hégémonie Soudayri ou d'une hégémonie d'une faction sur le pouvoir, c'est de créer ce qu'on appelle le Conseil d'allégeance. Ce Conseil d'allégeance, il est annoncé en 2006 en grande pompe. C'est une institution, pour le coup, c'est pas seulement comme le conseil de famille, un organe informel, mais c'est une institution qui est formellement annoncée, qui a trouvé, d'une certaine manière, la parade pour régler le problème des générations. Dans le conseil d'allégeance, donc, toutes les factions de la famille, c'est-à-dire tous les princes de première génération ou leurs descendants quand ils sont morts, est représenté. C'est-à-dire que vous reprenez le groupe initial des 50, vous les représentez par eux-mêmes lorsqu'ils sont encore vivants ou par un de leurs fils lorsqu'ils sont morts. Ce qui permet dans ce conseil d'allégeance de maintenir exactement l'équilibre initial entre les 50 lignées initiales de fils d'Abdelaziz. Et l'idée du conseil d'allégeance, c'est que ce sont eux qui, à l'avenir, vont devoir décider de la succession. Et que donc, dans ce conseil d'allégeance, on va voter pour désigner les prochains rois. Ce qui permettra donc de maintenir la collégialité du système, plus nécessairement en représentant donc les princes de première génération quand ils sont morts, mais en pérennisant la représentation puisqu'ils seront représentés par un de leurs descendants. Donc ça, c'est évidemment une solution qui est extrêmement favorable à ceux qui sont comme Abdallah isolés, puisque ça garantit le maintien de la collégialité et ça garantit le fait que des gens comme Abdallah ou sa descendance vont continuer à avoir une voix dans le système. En fait, ce système, il ne va pas fonctionner. Parce que très vite, les logiques de pouvoir entre factions vont de nouveau prendre le dessus. Et en vérité, toutes les nominations qui sont faites après la création du Conseil d'allégeance, elles sont faites à l'extérieur du Conseil d'allégeance et imposées parfois de manière coercitive au Conseil d'allégeance. La dernière, c'est évidemment ce qui se passe après l'arrivée au pouvoir du roi Salman en 2015. Donc, le roi Salman, il était prince héritier d'Abdallah. Mogren, j'ai dit tout à l'heure prince héritier, était vice-prince héritier. C'était Abdallah qui avait assuré la succession en faveur de quelqu'un qui appartenait à son réseau d'alliance en le nommant vice-prince héritier. Salman était entre les deux. Donc Stéphane, il déroge Abdallah lui-même à sa règle de succession dans le Conseil d'allégeance, parce que cette histoire de vice-prince héritier, elle sortait de sa tête. Elle n'a jamais existé. C'est vrai, mais il y avait toujours un vice-premier ministre qui, d'une certaine manière, jouait le rôle de vice-prince héritier. C'est-à-dire que ça existait, mais ça n'existait pas formellement, mais il y avait une sorte de gentleman's agreement entre les princes pour comprendre que... Il préparait le coup d'État contre les Soudayri. C'est ça. Donc l'idée, c'était de préparer exactement, d'essayer de conjurer une prise de pouvoir du clan adverse. Or, avec Salman, évidemment, Salman, il est Soudayri, il appartient donc à ce groupe des 7 princes, auquel appartient également Fahad, donc le précédent roi, le roi qui a jusque de 82 à 2005, auquel appartenait le prince Naïef, l'inamovible ministre de l'Intérieur, le prince Sultan, inamovible ministre de la Défense, le prince Ahmad, qui a été pendant un moment vice-ministre de l'Intérieur, dont on peut parler, mais on va revenir sur lui, parce qu'il y a des gens qui agitent aujourd'hui en sa faveur en Arabie Saoudite. Donc vous avez comme des princes qui étaient assez influents. Et le prince Salman, qui devient roi Salman en 2015, qui était gouverneur de Riyad. Gouverneur de Riyad, là aussi, depuis 50 ans. Quelqu'un donc qui, pendant 50 ans, à la tête du gouvernorat de la capitale du pays, a amassé une influence considérable. Très bien connecté avec les tribus, très respecté, considéré un peu aussi comme un sage au sein de la famille, celui qu'on considère comme l'historien de la famille. Quand on veut interroger les princes sur l'histoire de la famille Saoud, on va voir le roi Salman, à l'époque prince Salman, parce que c'est lui qui est d'une certaine manière celui qui est un peu la mémoire de la famille. Donc c'est quand même quelqu'un qui a une vraie influence et qui, évidemment, il était impossible pour Abdallah de l'écarter. Donc Salman, quand il arrive au pouvoir, Abdallah pense que tout était préparé puisque Mogren était nommé après Salman. Et donc Mogren devient effectivement prince héritier au départ. Mais très rapidement, Salman décide d'agir et de bouleverser complètement les choses. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va, dans une décision sans précédent en Arabie Saoudite, il va démettre Mogren. Et donc Mogren se retrouve exit, out. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais... Il n'y a pas de précédent. Alors, Mogren n'a pas beaucoup d'alliés.
il est très isolé, c'est quelqu'un qui a peu d'influence, donc finalement ça provoque pas vraiment de remous que Mogherini soit écarté. Et ce que fait Salman, c'est de mettre en place une nouvelle ordre de succession, avec Mohammed bin Nayef comme prince héritier, et surtout Mohammed bin Salman comme second prince héritier. Alors Mohammed bin Nayef, là aussi, c'était un personnage incontournable. Dans la seconde génération des princes, c'était certainement celui qui avait le plus d'influence à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Arabie. Il est le fils de Nayef, donc était ministre de l'Intérieur. Il a été, depuis 2005, vice-ministre de l'Intérieur en charge des questions de contre-terrorisme. C'est à Mohammed bin Nayef en particulier qu'on attribue les succès sécuritaires de l'Arabie saoudite contre Al-Qaïda dans la péninsule arabique dans les années 2000, puisque, effectivement, Al-Qaïda dans la péninsule arabique a d'abord été active en Arabie entre 2003 et 2006. Et puis à partir de 2006, on n'en a plus beaucoup entendu parler, avant qu'elle se recrée au Yémen en 2009. Donc finalement, effectivement, ils ont réussi à chasser l'organisation et la pousser à s'organiser à partir du Yémen. Donc tout ça est prêté au crédit de Mohammed bin Nayef, très apprécié du coup des Américains, qui le voient comme un partenaire fidèle dans la lutte contre les djihadistes. Et par ailleurs aussi quelqu'un qui, pendant ces 10 années comme vice-ministre de l'Intérieur, a construit des relations importantes avec la société saoudienne, avec les notables, avec les tribus, avec les islamistes, avec le clergé, avec beaucoup de monde. Donc c'est quelqu'un qui, malgré tout, devait figurer dans l'ordre de succession. Salman le met comme prince héritier. Mais ce qui est intéressant, c'est donc la nomination comme vice-prince héritier de Mohammed bin Salman, qui pour le coup sort vraiment de nulle part. Puisque, donc il a 30 ans, personne ne le connaît. Il y a parmi les fils de Salman des princes qui sont beaucoup plus influents et beaucoup plus connus. Il y a par exemple Faisal bin Salman, qui est le grand mania de la presse, non seulement saoudienne mais arabe, puisque c'est lui qui contrôle le consortium qui est derrière le journal Sharq al-Awsat en particulier, mais un certain nombre d'autres publications. C'est quelqu'un qui a fait ses études à l'étranger, qui est considéré comme un intellectuel en Arabie saoudite, qui a une 50aine d'années, qui est donc écarté au profit d'un fils beaucoup plus jeune. C'est pareil pour Abdelaziz bin Salman, qui était là aussi un autre fils de Salman, beaucoup plus âgé, aussi une 50aine d'années, qui a été longtemps vice-ministre du pétrole, donc quand même une position importante, qui est toujours vice-ministre du pétrole, mais je veux dire qu'il est depuis une 15aine d'années, et qui là aussi se retrouve donc écarté au profit de ce petit jeune, dont on dit qu'il est le fils préféré de son père, que c'est la raison pour laquelle Salman choisit de le nommer là où il est. Alors, on prête aussi donc à la mère de Mohammed bin Salman, qui est l'une des femmes de Salman, une influence énorme, et on dit que c'est du fait de l'influence de sa mère que Mohammed bin Salman aurait été nommé là où il est. On dit que c'est la favorite du père, donc c'est aussi la raison pour laquelle elle a pu, d'une certaine manière, faire du lobbying auprès de son mari pour faire nommer son premier fils. Elle lui a donné 6 fils, c'est le premier des 6 fils. Donc voilà, tout ça explique peut-être que... mais on dit surtout que Mohammed bin Salman est le fils préféré de son père, celui qui a la connexion la plus forte avec son père. Alors ça, c'est complètement nouveau. Vous avez donc un prince qui, de son vivant, nomme l'un de ses fils dans l'ordre de succession. Et alors, non seulement dans l'ordre de succession, mais à toutes les fonctions que j'ai nommé au début d'intervention. Donc il est non seulement vice-prince héritier, mais il est surtout ministre de la Défense, président du Conseil économique et social, en charge des questions pétrolières, notamment du fait de sa présidence du Conseil économique et social. Donc c'est lui qui chapeaute l'Aramco, et chef du Diwan royal, c'est-à-dire que c'est lui qui est la ligne directe avec le roi. Ce qui veut dire que même si Mohammed bin Nayef reste un personnage influent, il est ministre de l'Intérieur quand même, il est prince héritier, il est à la tête du Conseil de sécurité nationale. Malgré tout, parmi les deux Mohammed, en Arabie Saoudite, aujourd'hui, on dit que le pouvoir est concentré entre les mains des Al-Mohammedan, les deux Mohammed. Mohammed bin Salman a plus de pouvoir en réalité que Mohammed bin Nayef, ne serait-ce que parce qu'il a la ligne directe avec son père. Et que dès qu'il y a un conflit entre les deux, et les conflits sont nombreux, parce qu'il y a des conflits de frontières, et puis les partisans de Mohammed bin Nayef s'inquiètent d'une hégémonie grandissante de Mohammed bin Salman sur le pouvoir, dès qu'il y a un conflit entre les deux, Mohammed bin Salman se prévaut de l'autorité de son père et l'emporte. Donc voilà, donc on a quand même ce jeune homme qui a une autorité aujourd'hui grandissante. Donc c'est quelque chose qui
qui s'est fait au détriment de toutes les autres branches de la famille. Donc aujourd'hui, vous avez les Faisal, par exemple, les descendants du roi Faisal, qui n'ont plus de place dans le système, alors que malgré tout, ils ont été influents à travers Saoud el-Faisal, ministre des Affaires étrangères, pendant presque 40 ans. Là encore, c'est inamovible ministre des Affaires étrangères qui est décédé et qui a été remplacé par un roturier. Adel Jouber, qui est un personnage respecté, etc. Mais enfin, c'est pas un membre de la famille royale. C'est pas un membre de la famille royale, ça veut dire qu'évidemment, il est beaucoup plus soumis aux influences de la famille royale. Il n'a pas le type d'indépendance que pouvait avoir Saoud al-Faisal quand il était ministre des Affaires étrangères. Les sultans sont aussi out, alors que la faction sultane, les descendants de sultan, avaient aussi un moment du pouvoir. Bandar Ben Sultan, ministre, ambassadeur aux États-Unis, auquel on prête un rôle énorme au début de la guerre en Syrie, en particulier, dans le lien entre l'Arabie saoudite et les groupes syriens. Bandar Ben Sultan ne fait plus partie de l'organigramme. Et tous les fils de sultan, là aussi, sont écartés. Donc, c'est même pas les Soudairis qui ont pris le pouvoir, en vérité, c'est la faction Salman, c'est-à-dire Salman et sa descendance, et son fils, en vérité, Mohammed Ben Salman, allié à Mohammed Ben Nayef. Or, c'est une alliance qui est une alliance peut-être de circonstances, qui de toute façon se fait au bénéfice des Salman. Pour aussi une raison qui est que Mohammed Ben Nayef n'a pas de fils. C'est-à-dire que Mohammed Ben Nayef, quand bien même il est aujourd'hui prince héritier, donc en théorie, c'est lui qui doit hériter du pouvoir avant Mohammed Ben Salman, mais lui n'a pas de fils à placer, et donc ne représente pas sur le long terme une menace. Parce qu'évidemment, dans cette histoire, tout le monde s'imagine que l'une des transformations possibles du système saoudien, c'est la transformation en une monarchie classique de type patrilinéaire. C'est-à-dire que finalement, contre la volonté d'Abdallah et tous ceux qui voulaient essayer de maintenir la collégialité au sein des générations suivantes en créant cet organe du Conseil d'allégeance, etc., ce que beaucoup se disent aujourd'hui, c'est que non, ça ne peut pas fonctionner, il va falloir qu'une faction l'emporte. Et on se souvient d'ailleurs que Abdelaziz Ibn Saoud, donc le fondateur de l'Arabie saoudite moderne, l'une des premières décisions qu'il prend quand il fonde le royaume d'Arabie saoudite, c'est d'exclure les branches de ses frères du pouvoir. C'est-à-dire que lui-même, en vérité, va... Donc c'est un système dont on peut imaginer d'une certaine manière, il se reproduit parce qu'à chaque fois, vous avez une branche qui l'emporte, qui peut être... Alors, est-ce qu'entre les fils de Salman, on va peut-être recréer quelque chose de collégial ? Ça ne me semble pas, à mon avis, être la solution préférée. Ou est-ce que ça va être quelque chose de complètement patrilinéaire ? Mais, alors, le risque quand même, et je vais terminer sur ça avant de passer la parole à Fatiha, qui inquiète probablement Mohammed bin Salman et ses partisans aujourd'hui, c'est que Mohammed Ben Nayef, malgré tout, s'il arrive au pouvoir, puisqu'il est prince héritier, il puisse défaire tout ce qui a été fait pendant cette dernière année. En particulier, il aurait en théorie l'autorité, je ne sais pas si le roi Salman meurt dans les prochains jours, effectivement sur le papier, Mohammed bin Nayef devient roi. Il aurait en théorie l'autorité pour défaire tout ce qui a été fait et donc mettre à bas l'entreprise de Mohammed bin Salman. Ce qui veut dire que, alors en théorie, il y a des logiques d'alliance qui pourraient faire que non. Et puis là encore, comme j'ai dit, Mohammed bin Salman, il se projette dans un avenir un peu plus long. De toute façon, il a 30 ans, donc il a la possibilité de le faire. Mohammed bin Nayef n'a pas de fils, donc ça c'est une solution qui pourrait de toute façon faire que Mohammed bin Salman l'emporterait au final. Mais c'est vrai que la possibilité théorique d'un Mohammed bin Nayef qui reconfigurerait l'architecture du système fait un peu peur aux partisans de Mohammed bin Salman. Et ce qu'on entend aujourd'hui de plus en plus à Riyad, il y a des rumeurs. Alors l'Arabie saoudite est pleine de rumeurs, donc il faut évidemment les prendre toujours avec un grain de sel. Enfin, ces rumeurs, elles circulent de manière un peu persistante aujourd'hui. C'est que c'est pas impossible que dans les prochaines semaines, il y ait un coup de force alors soit une abdication de Salman en faveur de son fils, en tout cas quelque chose qui permettrait de garantir la transmission du pouvoir à Mohammed bin Salman et d'écarter la possibilité que Mohammed bin Nayef, justement, vienne mettre un peu de désordre dans ce plan de succession bien huilé de la faction Salman. Or ça, on le dit beaucoup, à prendre avec beaucoup de pincettes comme toujours, mais c'est intéressant, en tout cas, ça vous montre à quel point l'exécutif saoudien est aujourd'hui à couteau tiré. Il y a vraiment une lutte qui est extrêmement dure en coulisses entre ces deux hommes. Alors, tout dernier point, la conséquence de tout ça, donc, c'est, pour revenir à ce qui a été dit en introduction, qu'on a aujourd'hui un système qui se construit sur un exécutif resserré.
ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est-à-dire que la collégialité du pouvoir en Arabie Saoudite, elle était surtout la garante de son inertie. C'est-à-dire que finalement, quand 50 personnes prennent des décisions, généralement, on ne prend pas de décision. Parce que mettre 50 personnes d'accord, c'est tellement compliqué que généralement, on se cantonne dans une politique extrêmement prudente, extrêmement, voilà, presque, je veux dire, sans aucune prise de risque. On reste en politique étrangère prudemment sous le parapluie américain. On ne bouscule les équilibres en interne sous aucun prétexte. Hein. On maintient d'une certaine manière le statu quo, on ne change rien. Ça, c'est ce qui a perduré pendant 60 ans. Là, vous avez un exécutif extrêmement resserré, puisque ce sont aujourd'hui 2 hommes, sinon un seul homme, qui en Arabie Saoudite contrôlent le pouvoir, qui prennent les décisions. Et donc, ce qu'on a, c'est non seulement un changement dans la structure du pouvoir, mais aussi dans la nature de la prise de décision. Et donc, je pense que Fatia va nous expliquer justement qu'est-ce que ça change concrètement, cette... je te laisse expliquer la suite. Mais je pense que... Je bavardais, j'ai pas suivi la pirouette. Moi, ce que je voulais expliquer, c'est comment on arrivait justement à cet exécutif resserré. Je pense que là... D'accord, ok. Merci Stéphane, moi j'ai trouvé ça très dynamique et bon, je partage bien sûr ton décryptage, non je voulais dire détricotage, voilà, systémique du pouvoir al-Saoud. Voilà. Donc oui, bon, effectivement, on est aujourd'hui dans le processus de la fin d'une monarchie dynastique. Effectivement, comme le disait Stéphane, et moi j'avais eu l'occasion de le développer dans un article l'année dernière, où je montrais que finalement, la résilience des monarchies dynastiques du Golfe, qui s'avèrent être les régimes arabes les plus résilients dans ce contexte de turbulence, notamment des printemps arabes, reposait justement sur cette structure dynastique des systèmes monarchiques. Alors évidemment, patatras, Salman arrive et il rechamboule tout, et aujourd'hui, on arrive vraiment à la fin du système dynastique El Saoud. Avec donc ce pouvoir incarné par toujours le roi Salman, il est toujours là quand même, et les 2 Mohammed, essentiellement. Donc c'est là effectivement la première fois dans l'histoire de cette monarchie qu'on assiste à une telle réduction du pouvoir et au contrôle et au total monopole du pouvoir par ces 3 hommes. Alors c'est vrai que le roi Salman et son fils, comme l'a très bien expliqué Salman, constituent un duopole assez extrêmement cohésif et très fort, et que Mohammed Ben Nayef, lui, apparaît plus l'homme de l'intérieur. Il n'empêche que, bon, pour revenir à la question quand même centrale de Philippe, moi je trouve aussi qu'aujourd'hui, les problématiques intérieures et extérieures, notamment les conflits régionaux, sont extrêmement imbriqués aujourd'hui et ont une conséquence directe sur la stabilité du royaume d'Arabie Saoudite. Ce qui fait que j'aurais tendance à théoriser un autre scénario que celui du bouleversement dynastique avec une seule lignée, celle de Salman, qui donc transmettrait son pouvoir à son fils. C'est qu'il y a aussi un autre scénario, c'est que, comme vous le savez, l'Arabie Saoudite est engagée, comme elle ne l'a jamais été, de manière très interventionniste dans une diplomatie régionale tout à fait inédite. Stéphane l'a expliqué, c'est du fait de cette réduction, justement, et du fait de cette réduction du pouvoir, et donc d'une décision beaucoup plus rapide, autoritaire, verticale, décisive, qu'on a à faire. D'où cette agressivité apparente de l'Arabie Saoudite, qui en fait masque de très grandes fragilités intérieures. Aujourd'hui, vous le savez, le prix du pétrole a baissé de 70%. Alors ça affecte beaucoup plus gravement des pays comme l'Irak. Ça ne favorise pas non plus le retour de l'Iran, l'Algérie, mais ça affecte bien entendu l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, ce jeune prince très ambitieux, qui a totalement raté sa guerre au Yémen, parce qu'il est ministre de la Défense, et qui, très habilement, dit dans cette fameuse interview de The Economist, il passe son temps à dire « mais j'obéis aux ordres de Sa Majesté », ce qui fait qu'il refile le bébé de son échec, finalement, à son papa. Alors, ce qui est assez habile, parce qu'en plus de ça, il fait une pirouette remarquable en se présentant comme l'homme qui va marquer la restructuration et la réforme totale du royaume. Parce qu'il dit qu'il va effectivement introduire des taxes,
dans l'économie. Il y a un programme d'austérité sans précédent qu'il présente dans cette revue et qu'il a confié à McKinsey, qui s'est chargé, comme pour toutes les autres monarchies du Golfe, de restructurer les économies, etc. Donc, révolution thatchérienne. Voilà, oui, c'est quasi... Dans le texte, il parle de Thatcher, effectivement. Donc, il veut totalement, si vous voulez, rebasculer le pacte social qui est fondé sur la redistribution de la rente, etc. D'ailleurs, non seulement il a contribué à exclure toute une partie des princes Al Saoud, mais il est en train également de marginaliser certains gros groupes et certaines grandes familles, comme le Saoudi Ben Laden Group, qui aujourd'hui est totalement marginalisé. Donc, il se dit finalement, ces gens-là se sont suffisamment gavés, un petit peu comme le sultan d'Oman l'a fait récemment suite aux contestations sociales et économiques en 2011-2012, et où il finalement a l'ambition de restructurer un pacte économique sur la base non plus de citoyens assistés par la redistribution de la rente, mais en essayant de faire en sorte que les Saoudiens deviennent des sortes de stakeholders de l'État, non plus des clients comme ça assistés, mais qui vont partager un petit peu via des participations dans la privatisation de grands groupes, etc. En tout cas, c'est son ambition. Il lance des idées absolument révolutionnaires, qui ont l'air intéressantes. En même temps, il faut se méfier de ce qu'il annonce, parce que si son annonce de la privatisation d'une partie d'Aramco, alors évidemment, ce ne sera pas la maison mère qui va être privatisée, mais des joint ventures, et apparemment, il n'en a pas du tout parlé à aux partenaires, parce que les joint ventures, en général, on les partage avec d'autres groupes et donc d'autres pays. Bon, il a annoncé ça un petit peu comme il avait annoncé cette fameuse coalition militaire antiterroriste, où il mettait dans le paquet le Pakistan, l'Indonésie, la Turquie, qui n'avaient pas du tout été consultés. Alors, il n'avait pas osé mettre l'Algérie, parce qu'il connaissait la réponse, mais voilà, on se rend compte que quand même, il fait des annonces un peu intempestives, et puis après, finalement, il les retravaille. Mais là, j'ai l'impression que sa grande ambition, c'est ça, c'est marquer son empreinte avec cette réforme structurelle, pour le coup, du royaume, parce que les réformes qui avaient été un petit peu ici et là annoncées et faites par le roi Abdallah étaient plutôt des réformes assez cosmétiques ou des petites réformettes, disons. Mais là, il est clair qu'il a l'ambition de totalement restructurer le pacte social. Il se dit que si on ne le fait pas avec un prix du baril à $30, on ne le fera jamais. Alors, moi, je trouve ça assez intéressant. Maintenant, il faut voir ce qu'il y a derrière. Le problème, c'est qu'il mécontente 99% du premier cercle, à savoir pratiquement toute la famille El Saoud, qu'il mécontente des grands groupes d'entrepreneurs, et qu'on ne sait pas comment ça va être accueilli au sein de la société. Parce qu'il y a des restrictions, on va couper quand même certains prix subventionnés, etc. Et moi, je sais que j'étais récemment, pas en Arabie Saoudite, mais dans le Golfe et aux Émirats Arabes Unis, des gens plutôt d'un très bon niveau social ne me parlaient que des coupures des prix subventionnés, et que vraiment, c'était quelque chose de terrible, de payer des nouvelles taxes, etc. C'est une vraie révolution culturelle. Donc, on imagine un peu la portée de ce que ça peut être en Arabie Saoudite. Donc, vraiment, plus que grand point d'interrogation là-dessus. Mais c'est intéressant à suivre. D'autant que, effectivement, s'il met en route ce type de réforme, il sera en tout cas pas suivi par nombre de princes qui lui contestent son monopole de pouvoir. Donc voilà un peu où en sont les choses. Mais c'est vrai que si jamais, d'après les rumeurs, le roi Salman devait abdiquer en faveur de son fils, alors qui sont ceux qui soutiendraient cette solution à la famille El Saoud? Moi, j'en connais pas beaucoup. Donc l'autre solution serait qu'il y ait une sorte de contre-coup qui, bon an, mal an, soutienne quand même Mohammed Ben Nayef, l'actuel prince héritier. Donc voilà. Mais pour en revenir à l'espèce de théorisation de l'autre scénario, c'est que les enjeux régionaux et internes sont tellement imbriqués qu'aujourd'hui, on a aussi non seulement cette réduction du pouvoir dynastique, mais aussi le fait que l'appareil coercitif saoudien lui aussi devient
la colonne vertébrale du système Al Saoud. Hein. Vous avez évidemment le ministère de l'Intérieur, donc Mohamed Ben Nayef, le ministre de la Défense, Mohamed Ben Salman, et un qu'on a oublié, qui est Medrab Ben Abdallah, qui est toujours là, qui n'a pas été viré. Il est ministre de la Garde nationale. Pourquoi est-ce que Medrab, qui était le grand allié du vice-prince héritier Moukrin, est devenu prince héritier, est toujours là? C'est que d'après des amis saoudiens avec lesquels qui sont à la King Saud University ou qui sont étudiants, ils me disent que les trois appareils sont extrêmement imbriqués, notamment à cause du conflit yéménite, beaucoup plus que de la question syrienne. Il est clair que le conflit yéménite, qui s'enlise, hein, parce que tempête décisive n'a rien de décisif. Hein, ça fait 10 mois que ça dure. On voit que il n'y a plus d'État yéménite, bien sûr, mais enfin ça, c'était déjà le cas, que c'est chaotique, que sur le plan sécuritaire, si les Al-Saoud, via leur coalition, ont réussi à déloger, évidemment, les Houthis d'une partie des territoires qu'ils avaient conquis à partir de septembre 2014, c'est le chaos qui s'installe. C'est ACPA qui étend son influence dans le Hadramout, voire des cellules dissidentes d'ACPA et qui se solidarisent avec l'organisation de l'État islamique. Et donc, on a par exemple à Aden une situation extrêmement explosive qui n'est pas du tout sécurisée. Donc, même si les Houthis ont été délogés, la monarchie Al-Saoud n'a pas du tout réussi à sécuriser le pays. Et il est fort à penser que ce conflit va durer, même si les Al-Saoud finissent quand même par stopper leur frappe aérienne et essaient de trouver une solution de sortie de ce conflit. Ce conflit va durer, va être dans la durée. Et bien entendu, il va influer et s'étendre, bien sûr, et se répercuter sur la sécurité du Royaume d'Arabie Saoudite. Et pour ça, les trois appareils coercitifs ont besoin absolument de collaborer et donc de s'entendre. C'est pourquoi moi je crois assez peu à l'hypothèse, effectivement, d'un Mohamed Ben Salman qui prend tous les pouvoirs. Parce qu'il peut absolument pas relever le défi d'abord de recréer un pacte socio-économique en Arabie Saoudite et à lui seul incarner la sécurité du royaume. C'est pas possible. Structurellement, ça me paraît pas possible. Donc c'est pour ça que je dis que les dynamiques internes et externes sont extrêmement imbriquées. Ils n'ont jamais été autant depuis la création du royaume moderne d'Arabie Saoudite. Donc c'est pourquoi je dis aussi, pour répondre à la question initiale de Philippe, que cette politique proactive, assertive policy, comme disent les Anglais, etc., elle masque en fait une très grande fragilité intérieure. Hein, et donc, voilà. Et donc, voilà ce que j'avais à dire, essentiellement. Alors, n'y a-t-il pas aussi, dans cette peur saoudienne, alors là, je reviens à quelque chose dont tout le monde parle, c'est l'Iran. En fait, la présence et la visibilité saoudienne étaient quand même développées par, l'endiguement de l'Iran forcé depuis 1979, en fait. Donc l'Arabie Saoudite avait bénéficié de 30 ans d'endiguement pour apparaître de plus en plus comme étant la puissance régionale. Maintenant, avec le fameux accord sur le nucléaire que l'Arabie Saoudite n'avait de cesse de vouloir torpiller, vouloir diminuer, et voilà, maintenant, l'Arabie Saoudite, avec ce front sunnite qu'ils essayent de créer, cette coalition des 134 pays annoncée par... 34. Voilà, c'était tellement énorme que j'en ai exagéré le nombre. C'est tellement énorme. Mais voilà, qui n'est jamais qu'un nouveau front sunnite, parce qu'il n'y a que des pays sunnites à l'intérieur. Tout ça, est-ce que ce n'est pas non plus une crainte, encore une nouvelle peur de l'Arabie Saoudite, de dire je vais perdre cette hégémonie régionale que j'ai essayé d'avoir, même si c'était sous le parapluie américain, parce que maintenant, l'acteur régional qui, lui, en dehors d'avoir du pétrole, a aussi une vraie population, un vrai tissu industriel, etc., va reprendre la place qu'il avait autrefois du temps où le Golfe était dirigé par deux piliers. C'est aussi une grande peur et l'Arabie Saoudite ne veut pas perdre sa place. Oui, alors moi déjà, je conteste le terme de puissance régionale à l'Arabie Saoudite. Hein. C'est un pays très riche et qui l'est un peu moins aujourd'hui, mais qui n'est pas une puissance régionale dans la mesure où un pays qui ne
qui n'a pas les moyens de défendre, déjà de s'engager dans une guerre aussi restreinte soit-elle avec le Yémen, ou voire même de défendre sa souveraineté, ne peut pas être considéré comme une puissance. Voilà. Bien sûr, la rivalité avec l'Iran, d'abord, elle n'est pas nouvelle. Et puis, elle est ce que ne supporte pas l'Arabie saoudite, beaucoup plus que le dossier nucléaire. Les Saoudiens n'ont jamais remis en question le fait que l'Iran pouvait avoir droit un jour à l'autonomie nucléaire. Ce que les Saoudiens ne supportent pas, en revanche, c'est que les Iraniens s'occupent des affaires arabes au Moyen-Orient. Ça, ils ne l'ont jamais supporté. Et il est évident qu'avec la chute de Saddam Hussein en 2003, la cassure est beaucoup, beaucoup plus forte pour l'Arabie saoudite que lors de la révolution islamique de 79. Moi, je pense que 2003, c'est vraiment ce qui a fait basculer les choses et ce qui a fait que l'Arabie saoudite est devenue extrêmement nerveuse, craintive, et bien sûr. Et à cette époque, d'ailleurs, les dirigeants saoudiens avaient tout fait pour essayer de convaincre les États-Unis de ne pas envahir l'Irak. Ils n'ont pas été écoutés. Mais à cette époque, l'Arabie saoudite était allié stratégique prioritaire des États-Unis. Et aujourd'hui, bien sûr, l'Arabie saoudite est surtout très vulnérable par le fait que les États-Unis lui tournent de plus en plus le dos. Avec le fait qu'Obama tende la main à l'Iran et qu'on arrive justement à la signature de cet accord nucléaire, là, les carottes sont cuites. Les Saoudiens savent très bien que jamais plus leur alliance stratégique avec les États-Unis sera comme elle a été depuis le pacte de Quincy en 1945. Voilà. Même si, bien sûr, l'Arabie saoudite continue de penser que les États-Unis sont l'allié pivot. On le voit même encore, je vais encore citer cette interview dans The Economist, mais il est quand même assez remarquable de constater à quel point Mohammed Ben Salman, qui est assez méprisé d'ailleurs par les dirigeants américains, fait des appels de pied aux États-Unis en disant mais c'est notre meilleur allié, etc. etc. Donc là-dessus, on sent bien que les Saoudiens sont sur la défensive à nouveau. Et bien sûr, lors de l'Iran... même si je ne crois pas au fait que l'Iran redeviendra ce gendarme régional, etc. Mais il est évident que le processus irréversible du retour de l'Iran en force, il est là. Comme vous le dites, c'est un grand pays, 80 millions d'habitants, un pays industrialisé, etc., etc. Tout ce que n'est pas l'Arabie saoudite. Donc ça pose un vrai problème aux Saoudiens. Mais ce qui pose surtout problème, c'est précisément, par exemple, sur le dossier syrien. Pour en revenir un petit peu aux questions régionales, l'Arabie saoudite ne se résoudra jamais à abandonner justement le dossier syrien comme elle l'avait fait pour le dossier irakien. Parce qu'aujourd'hui, l'Arabie saoudite a très peu de leviers d'influence en Irak, ce qui n'est pas le cas en Syrie. Et les dirigeants saoudiens ont bien l'intention de maintenir cette relation très forte avec et puis le soutien qu'ils apportent aux rebelles syriens. Et d'ailleurs, on l'a vu, l'Arabie saoudite qui... Moi, je dirais pas que l'Arabie saoudite a un vrai rôle hégémonique dans la région. Enfin, ça peut être discuté, évidemment, via sa diplomatie religieuse, etc. Elle l'est. Mais sur la Syrie, c'est clairement pour aussi, bien sûr, défendre les intérêts de la communauté sunnite syrienne. Mais il y a des relations très fortes entre les familles syriennes et les familles saoudiennes. Il y a un lien très fort. Et surtout, l'Arabie saoudite ne veut pas se résoudre à ce qu'un bastion de la civilisation arabe tombe à nouveau entre les mains de l'Iran, comme l'Irak l'est en partie. Je ne dis pas que l'Iran est totalement sous tutelle iranienne, pas du tout. Et on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer en Irak, parce qu'il y a eu un sentiment nationaliste en Irak, et les Irakiens chiites sont arabes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Mais donc ça, là-dessus, l'Arabie saoudite ne transigera pas sur la question syrienne. Bien. Nous allons passer la parole à la salle.
Voilà, alors on va prendre peut-être des questions 2 par 2. Ensuite, on fera la répartition, à moins que vous vouliez désigner quelqu'un en particulier, autrement les intervenants choisiront. L'Arabie soutient-elle ou ne soutient-elle pas Daesh? Ça, c'est pour Stéphane. Vas-y. Tiens. Tout de suite, on en prend 2. On en prend 2, oui, parce que celle-là. J'adhère complètement à ce que vous avez dit sur la fragilité interne. Je voudrais vous poser une question sur un autre aspect de cette fragilité. On me dit, des analystes qui travaillent sur l'Arabie saoudite me disent que des pans entiers de la population, cette fois-ci, on va descendre des royautés à d'un commencent à être de plus en plus sensibles à certains messages de Daesh. Et on m'avait même cité le cas d'un programme de festival culturel autour de l'arabité qui avait été annulé du fait de pression de segments de population qui commençaient à trouver que un certain nombre d'idées de Daesh, pas nécessairement armées, mais étaient relativement sympathiques. Et j'ai une deuxième question qui est un peu liée à la précédente. Est-ce que finalement, on va dire, l'action, la fuite en avant yéménite, de même que les exécutions auxquelles on a assisté récemment, ne sont-elles pas aussi une forme de fuite en avant du pouvoir pour ne pas affronter un certain nombre de problèmes cruciaux? Vous avez évoqué les réformes structurelles qui sont en cours, mais ce sont largement des réformes économiques. Mais les réformes sociétales, les réformes de partage politique, où on voit qu'il y a un frein absolu, de nouveau, dès que quelqu'un pointe le nez, on le menace de le décapiter, etc. Est-ce que finalement, à travers une tentative de réforme économique, plus qu'une tentative, une vraie réforme économique, il ne faut pas mépriser, il y a aussi toujours une impasse sur réforme politique? Question. Allez-y. Une troisième. Ça va prolonger un peu la précédente. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir quel est l'état de la société saoudienne. Quel est l'état aujourd'hui de notre information, de notre recherche sur la société saoudienne, sur ses dynamiques sociales? Que savons-nous au juste? Que savons-nous au juste des luttes politiques internes, des dynamiques sociales entre différents groupes sociaux, des fonctionnaires, des enseignants, des entrepreneurs, le clergé, etc. Que savons-nous et quel est l'état de la recherche aujourd'hui et l'information dans le domaine? Et ce sera peut-être éclairant pour savoir en effet l'état de vulnérabilité ou non de cette société et éventuellement des lignes de fracture à venir. Enfin, voilà. On va s'arrêter là. Je vais répondre sur Daesh, puis je passerai la parole à Fatia sur la société. Peut-être on se dira l'un et l'autre une chose sur la question de la réforme politique. Sur Daesh, alors la réponse est aujourd'hui non. En fait, depuis longtemps, en vérité, non. C'est-à-dire que depuis les années 90, les Saoudiens sont, alors je parle du gouvernement saoudien, sont très inquiets, ça peut sembler bizarre de le dire ici, mais très inquiets de l'islam politique sunnite. Jusqu'aux années 90, c'est plus compliqué parce que dans les années 60, 70, 80, il y a eu des alliances étroites entre la monarchie saoudienne et les islamistes sunnites, c'est-à-dire les frères musulmans, puis tous les groupes plus radicaux à leur droite. Ces alliances, c'était des alliances de circonstances, moment particulier de la guerre froide arabe, parce que Nasser était l'ennemi commun, et puis ensuite parce qu'un certain nombre de régimes de la région qui étaient combattus par les islamistes étaient les ennemis communs. Ensuite, parce qu'il y a eu l'Afghanistan. Ensuite aussi parce que les islamistes sunnites ont pu être utilisés dans les années 80 contre l'Iran, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on utilisait des islamistes sunnites contre des islamistes chiites. Donc l'Arabie saoudite a eu pour différentes raisons des liens forts, même très très forts à cette époque, parce que les islamistes sunnites, pour beaucoup, frères musulmans, mais aussi de groupes plus radicaux, Gamma Islamia, égyptienne et d'autres, pouvaient être basés en Arabie saoudite, dans certains cas enseignés dans les universités religieuses saoudiennes, donc il y avait vraiment une présence et même une forme de symbiose. La vraie rupture, c'est 90 pour différentes raisons.
En 90, c'est la guerre du Golfe, l'invasion du Koweït par Saddam, et puis la décision du roi Fahd de faire appel à des troupes étrangères et majoritairement américaines pour protéger l'Arabie saoudite et puis pour libérer le Koweït. Et ça va provoquer chez tous les islamistes sunnites, enfin la grande majorité des islamistes sunnites, un retour de bâton extrêmement violent contre la monarchie saoudienne. On en connaît évidemment, on connaît la manifestation Ben Laden du phénomène, puisque ça va être aussi l'un des éléments centraux du discours de Ben Laden contre la monarchie saoudienne dès le départ. Ben Laden considère que la famille royale a permis l'occupation de l'Arabie saoudite par les Américains, et Ben Laden considère que la présence américaine en Arabie saoudite est une occupation militaire, et là encore une occupation militaire qui se fait grâce à la famille royale. Donc la famille royale, de son point de vue, a trahi l'islam, et il va être extrêmement dur, mais dès le milieu des années 90, contre la famille royale. Les premières grandes déclarations de Ben Laden, quand on commence à le connaître au milieu des années 90, ce sont des déclarations de guerre au gouvernement saoudien, au pouvoir saoudien. Mais au-delà, ça va s'étendre à tous les islamistes, parce que les frères musulmans en particulier, qui avaient une relation très étroite avec l'Arabie saoudite en 90, se prononcent majoritairement contre la présence américaine en Arabie, et donc passent dans le camp de l'opposition au gouvernement saoudien. Et même en Arabie saoudite, vous avez une contestation islamiste qui va agiter pendant quelques années contre la monarchie saoudienne, contestation islamiste dont les Saoudiens attribuent la paternité à l'influence des frères musulmans. Et à ce moment-là, les Saoudiens se rendent compte que finalement, leur islam et l'islam politique sont deux choses différentes. Pourquoi ? Parce qu'en Arabie saoudite, vous avez un système politique qui est fondé sur un pacte, un partenariat entre le politique et le religieux. Mais un partenariat où chacun accepte de respecter le domaine réservé de l'autre. Le pacte de 1744, qui va donner lieu donc à la première avatar de l'État saoudien, entre Mohammed bin Saoud, donc fondateur éponyme de la dynastie Saoud, et puis Mohammed Abdel Wahhab, fondateur de ce qu'on appelle le wahhabisme ou salafisme, l'islam, qui est l'islam officiel d'Arabie saoudite. Ce pacte, en fait, c'est donc, d'un côté, vous avez une institution politique représentée par les princes, qui est en charge de la prise de décision politique et qui s'engage à faire appliquer l'islam wahhabite ou salafiste dans la société, et donc à lui donner les moyens de à la fois son application et son prosélytisme, et de l'autre côté des religieux qui reconnaissent l'autonomie des princes dans la décision politique tant que les princes appliquent leur partie du pacte. Et donc, en particulier, cette répartition des tâches entre les deux, si vous voulez, moi j'ai parlé quelquefois de sécularisation paradoxale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée qu'il y a deux sphères qui sont relativement distinctes en Arabie saoudite, et les acteurs de chaque sphère acceptent de ne pas marcher sur les pieds des acteurs de l'autre sphère. Ça vous explique pourquoi, quand en 1945, au moment du pacte de Quincy, les Saoudiens décident de faire alliance avec les États-Unis, les oulémas saoudiens n'y trouvent rien à redire. Parce que la politique étrangère, elle est du domaine des princes. Ce sont les princes qui décident de ce que sont les décisions les meilleures pour le pays. Et les princes remettent la décision entre les mains, les oulémas remettent la décision entre les mains des princes. Donc vous avez cette coexistence entre ces deux sphères avec deux logiques finalement qui sont distinctes, et une logique politique qui est finalement guidée par des intérêts essentiellement profanes, mais qui doit en permanence faire appliquer sa partie du pacte, c'est-à-dire en particulier garantir l'application de l'islam salafiste ou wahhabite dans la société saoudienne, et à partir des années 60, lui donner les moyens de son expansion à travers toutes les institutions prosélytes que va créer l'Arabie saoudite. On a parfois du mal à comprendre cette coexistence des deux logiques. Elles sont parfois contradictoires, mais il y a une sorte de modus vivendi qui fait qu'elles coexistent. Les islamistes, donc sunnites, c'est pas du tout la même chose. Là, on est dans justement un discours religieux qui empiète directement sur le politique, qui même veut s'arroger le droit de parler de politique. Donc l'un des grands thèmes de contestation des islamistes, ça va être l'alliance américaine, dès le départ. Que ce soit Ben Laden, que ce soit la contestation en Arabie saoudite, ce sont des gens qui, donc, au nom du religieux, contestent
une décision politique telle que l'alliance avec les États-Unis. Ce que s'abstiennent bien de faire les oulémas saoudiens. Je voulais donner ce background pour comprendre pourquoi les Saoudiens comprennent que les islamistes sunnites ne sont pas forcément leurs alliés. Et même, à terme, sont peut-être les plus dangereux parce qu'ils représentent un modèle politique alternatif qui se réclame également de l'islam sunnite. Et qui est un modèle en particulier aussi républicain. C'est-à-dire que les islamistes sunnites, eux, sont partisans d'une république islamique, peut-être quand on pense le modèle chiite iranien, mais chez les islamistes sunnites, il y a aussi cette idée d'un modèle républicain fondé sur l'islam, qui entre en contradiction avec le modèle monarchique saoudien. Et d'ailleurs, un certain nombre d'idéologues, vous lisez Saïd Qutb, par exemple, qui, dans certains de ses écrits, peste contre la monarchie. Alors, quand on lisait Saïd Qutb ensuite en Arabie Saoudite, on avait évidemment censuré ces passages, parce que Saïd Qutb, à un moment, a fait partie du curriculum des universités saoudiennes. Au moment de cette symbiose entre les frères musulmans et l'Arabie Saoudite, on avait évidemment effacé ces passages-là. Mais voilà. Donc, vous avez deux modèles différents qui entrent en contradiction. Et les Saoudiens s'en rendent bien compte. Et pour moi, si vous voulez, à partir de ce moment-là, ils vont chercher au maximum à couper les liens. Alors, couper les liens au maximum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré tout, il va y avoir des alliances ad hoc entre la monarchie saoudienne et les islamistes sunnites, dans certains cas, pour des raisons de réel politique, parce qu'ils en ont besoin. Ça va vouloir dire aussi que vous allez pouvoir avoir des acteurs en Arabie Saoudite qui sont indépendants du pouvoir, mais qui sont des acteurs islamistes, qui soutiennent des groupes islamistes à l'étranger. Et il faut se souvenir qu'en tout cas, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, l'Arabie Saoudite n'était pas un État policier. C'est en train de le devenir de plus en plus, parce que depuis 10 ans, avec tout le contre-terrorisme, on a vraiment une croissance du pouvoir du ministère de l'Intérieur, qui ressemble de plus en plus à tous les ministères de l'Intérieur arabes tels qu'on les connaît. Mais il y a 10 ans, l'Arabie Saoudite n'était pas un État policier. Le contrôle social, il se faisait essentiellement de manière horizontale. Ce n'était pas l'État mukhabarat de type bassiste où vous aviez toujours quelqu'un au-dessus de vous qui écoutait ce que vous faisiez. Il y avait cette idée que la société, d'une certaine manière, s'auto-polissait. Et que finalement, chaque individu appartient à une famille, un groupe social, une tribu, va dans une mosquée, et que d'une certaine manière, le groupe, d'une certaine manière, est chargé d'assurer la loyauté de ses individus, de ses membres. Puis la régulation par l'establishment religieux. Et puis la régulation par l'establishment religieux. Mais ça permettait aussi des espaces de dissidence en Arabie Saoudite, et en particulier au sein du religieux. Donc des islamistes qui étaient en désaccord, qui existaient en Arabie Saoudite, qui quelquefois avaient même des fonctions dans les universités, qui pouvaient soutenir des acteurs à l'étranger. La troisième raison pour laquelle l'Arabie Saoudite donc a pu aussi pêcher sur la question de l'islamisme sunnite, c'est que quelquefois elle a tout simplement là encore fait de la réelle politique et considéré qu'elle avait des ennemis plus importants que l'islamisme sunnite. Et ça c'est typiquement le cas avec l'Iran. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, comme l'a dit Fatia, depuis la guerre en Irak, il y a vraiment cette idée que c'est l'Iran l'ennemi principal, c'est l'Iran la menace principale. Donc souvent, même si les Saoudiens se méfient des islamistes sunnites, ils ont généralement été classés comme deuxième ennemi dans la hiérarchie des ennemis. Et en particulier, alliés de circonstances parfois, quand il s'agissait de lutter contre la menace principale qui était celle de ce que les Saoudiens considèrent comme étant un expansionnisme iranien. Le Yémen, par exemple. Et au Yémen, par exemple, aujourd'hui. Et puis c'est le cas aujourd'hui, les frères musulmans sont moins diabolisés sous Salman. Voilà. Alors il y a eu une période où ça a un peu changé, les équilibres peuvent changer. Sous Abdallah, les 2 dernières années, les frères musulmans en étaient venus à être l'ennemi numéro 1, à tel point que l'Iran, finalement, avait failli être recalé en ennemi numéro 2, mais depuis Salman, l'Iran est de nouveau l'ennemi numéro 1, et les islamistes sunnites l'ennemi numéro 2. Tout ça pour dire que, voilà, l'État islamique, les Saoudiens s'en méfient depuis longtemps. Le premier avatar, qui était, puisque Jebhat al-Nusra était d'abord en Syrie, avant l'État islamique, puis c'est Jebhat al-Nusra qui, en 2013, annonce qu'il se convertit en l'État islamique, et ça va provoquer une scission, puisqu'une partie des membres de Jebhat al-Nusra vont fonder l'État islamique, continuité de l'État islamique en Irak, et d'autres vont continuer de rester Jebhat al-Nusra. Dans un premier temps, donc, Jebhat al-Nusra fait partie de ces groupes dont les Saoudiens se méfient, mais il a pu avoir au cas par cas un soutien de circonstance dès lors qu'il s'agissait de lutter contre ce qui était perçu comme l'influence iranienne. Mais voilà, pour moi, si vous voulez, il ne faut pas exagérer, y compris, alors effectivement, on va pouvoir dire oui, mais il y a effectivement, dans les points théologiques, dans des points juridiques, doctrinaux, il y a des ressemblances, effectivement, dans les textes que va citer l'État islamique et dans les textes que vont citer les oulémas saoudiens, vous allez trouver quelquefois les mêmes textes, qui ne sont pas lus de la même manière.
Et les oulémas saoudiens, depuis des années, font des fatwas contre le djihadisme, contre Daesh. Ça, c'est vrai, par ailleurs. Il faut le reconnaître, ça. Même si, effectivement, ensuite, on va regarder dans les détails, c'est vrai qu'on va retrouver dans la lecture, la manière de lire les textes, dans des points de théologie, dans l'antichéisme. Ça, c'est quelque chose qui est partagé des deux côtés. Cette prétention à l'orthodoxie sunnite qui exclut le chiisme, on va la retrouver des deux côtés. Mais ces points de convergence dans le discours ne doivent pas occulter une dynamique de rivalité politique qui est réelle, et qui est d'autant plus réelle que depuis 2015, vous avez des attentats meurtriers de l'État islamique en Arabie Saoudite. Mais surtout contre les chiites. Mais aussi contre une mosquée de la police saoudienne. Une fois, oui, c'est vrai. Non, alors pourquoi l'État islamique fait des attentats contre les chiites? Je vais finir là, j'étais un peu long, mais je pense que c'est un débat qui revient beaucoup dans l'actualité. Donc, pourquoi l'État islamique fait des attentats contre des mosquées chiites en Arabie Saoudite? Parce que précisément ce que l'État islamique essaye de faire, c'est montrer qu'il y a en Arabie Saoudite des mosquées chiites où les chiites pratiquent leur foi selon les rites chiites. D'une certaine manière, ça semble aussi un peu bizarre, parce qu'effectivement, vu d'ici, l'Arabie Saoudite discrimine et réprime ses chiites, mais du point de vue de l'Arabie Saoudite, du point de vue de l'État islamique, l'Arabie Saoudite est presque beaucoup trop pro-chiite, puisque même si les chiites sont discriminés politiquement, économiquement, socialement, ils ont quand même en Arabie Saoudite des espaces où ils ont le droit de pratiquer la foi chiite. Il y a des Husseyniyat, il y a des mosquées chiites. Et évidemment, quand vous voyez la manière dont l'État islamique traite les chiites sur son territoire, vous voyez que c'est un modèle assez différent. Là encore, en Arabie Saoudite, c'est la réelle politique qui l'emporte. Et donc, ce que l'État islamique essaye de faire en attaquant des chiites, c'est de dire, regardez, en Arabie Saoudite, il y a des chiites, et en plus, ils pratiquent toutes ces rites hérétiques selon l'État islamique. Et l'Arabie Saoudite, qui se veut le grand défenseur de l'orthodoxie sunnite, permet ça sur son territoire. Donc l'État islamique n'est pas, donc l'Arabie Saoudite, n'est pas le protecteur de l'orthodoxie sunnite qu'elle prétend être, et donc l'État islamique, lui, est le vrai protecteur de l'orthodoxie sunnite. Voilà la rhétorique et voilà la raison pour laquelle on va cibler des chiites. Mais pas seulement les chiites sont ciblés. Pardon ? Et c'est ce qu'Al-Qaïda faisait. Mais il n'y avait pas eu d'attaque d'Al-Qaïda précédente version contre les chiites. Il y avait eu 2 occurrences qui étaient vraiment des incidents tout petits. C'est-à-dire que ça fait vraiment depuis 2015 qu'il y a des bombes dans les mosquées chiites. Même dans la première version d'Al-Qaïda, 2003-2006, ils n'avaient jamais visé la communauté chiite. Parce qu'Al-Qaïda, mais c'est la grande différence entre Al-Qaïda et l'État islamique, c'est que Al-Qaïda mettait pas du tout en avant son anti-chiisme. Chez Al-Qaïda, il y avait vraiment cette idée d'unifier l'Oumma par-delà ces divisions, autour d'un projet politique commun, qui était la lutte contre l'hégémonie occidentale. Cette rhétorique, cette logique sectaire, confessionnelle entre chiites contre sunnites, c'est vraiment la marque de l'État islamique. Et c'est aussi le produit du conflit irakien. Oui, pour aller dans le sens de Stéphane, d'ailleurs, toute son explication du background État islamique, Arabie saoudite, etc., donc explique finalement la décision de sacrifier Cheikh Nimr Bakr al-Nimr avec les 43 djihadistes salafistes. C'était, entre guillemets, une mesure compensatoire, et pour justement retirer un argument à l'État islamique et dire, l'Arabie saoudite ne s'acharne pas simplement sur les djihadistes sunnites. Donc c'est pourquoi moi j'explique beaucoup plus cette exécution massive comme étant oui, et puis un des points clés aussi qui montre à quel point le royaume est fragilisé. Donc, et non pas, comme ça a été expliqué ici et là dans les antennes, comme une sorte de déclaration de guerre à l'Iran et au monde chiite. Pas du tout. C'est vraiment à usage interne. Et puis c'est vrai que c'est un signal très fort avec ce qui se passe aussi au Yémen. Hein. C'est sûr que c'est la prochaine étape, c'est clairement Aqaba qui est ciblé. Hein. Si jusqu'à présent, effectivement, l'ennemi à abattre, c'était les Houthis qui sont dénoncés comme étant des proxys de l'Iran. Bon, alors là, c'est évidemment c'est l'argument qui a servi à galvaniser, bien sûr, cette guerre, le déclenchement de cette guerre au Yémen, qui a été extrêmement populaire. Hein, parce que, pour en revenir un petit peu à votre question, qu'est-ce qui se passe dans la société saoudienne, etc., il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a un très fort patriotisme saoudien. C'est assez nouveau. Et qu'aujourd'hui, il est essentiellement utilisé, malheureusement, par cette expédition guerrière au Yémen et cette rhétorique assez anti-iranienne, mais ça mobilise et ça galvanise énormément, notamment la jeunesse saoudienne,
qui est assez, comment dire, admirative du jeune Mohammed Ben Salman, qui est décrié par ailleurs par l'ensemble des élites occidentales et des élites saoudiennes. Mais il y a une volonté très populiste de Mohammed Ben Salman de conquérir la jeunesse saoudienne. Et il a une certaine, entre guillemets, une certaine cote, c'est vrai. Bon, d'abord, il a plutôt un physique avantageux, excusez-moi, c'est la femme qui parle, mais quand il se balade avec ses sandales et son dish-dash, etc., devant Obama, les jeunes Saoudiens, eux, ça leur parle. Bon, c'est un petit peu anecdotique et caricatural, mais ça tranche aussi avec cette vision qu'on a. Je ne sais pas si vous avez vu tous ces articles. Est-ce que Mohammed Ben Salman est l'homme le plus dangereux du monde, etc. On ne connaît pas du tout ce jeune homme qui sort de nulle part, comme disait Stéphane, mais en tout cas, il a à cœur de séduire une partie de la jeunesse saoudienne. Et sa volonté, justement, de réformer structurellement, économiquement et voire socialement le royaume, s'adresse à cette jeunesse. Alors évidemment, le problème des Al Saoud, de Mohammed Ben Salman, mais de l'ensemble des Al Saoud, c'est pas du tout de faire en sorte que le royaume devienne une démocratie participative. Ils s'en foutent complètement. Le modèle des Al Saoud, c'est ce qui se passe aux Émirats arabes unis. Et notamment, Mohammed Ben Salman est fasciné par deux figures. Celle de Mohammed Ben Zayed, le prince héritier, l'homme fort d'Abu Dhabi, qui incarne le hard power, cette figure machiste et forte du pouvoir. Il est fasciné par cet homme-là, qui est effectivement assez visionnaire dans la vision assez de son émirat d'Abu Dhabi et de la fédération qu'il appelle. Mais il y a également le deuxième homme, qui est l'émir de Dubaï, qui lui est un autre visionnaire, mais sur le plan économique, etc. Donc il a vraiment ces deux modèles en tête, et ces deux modèles-là, ce sont des ultra-autocrates qui ont bâti donc leur émirat à partir d'une vision, et surtout d'une technocratie, comme le veut également Mohammed Ben Salman, puisque vous avez sur 22 ministres, vous avez 18 ministres technocrates aujourd'hui en Arabie Saoudite, 3 ministres, entre guillemets, pleins Al Saoud. Je ne compte pas les ministres d'État et les conseillers à la cour royale. Mais son modèle, c'est clairement de créer une technostructure, un petit peu comme Mohammed Ben Rachid à Dubaï, et aujourd'hui Mohammed Ben Zayed. Mais Mohammed Ben Zayed, lui, sa prochaine étape, ce sera quand il sera président de la fédération, peut-être de faire un peu ce que Salman essaie de faire, à savoir une révolution de palais et imposer sa propre descendance. Et Mohammed Ben Salman a en tête le modèle Mohammed Ben Zayed. Donc c'est ça le modèle de cette jeune génération aujourd'hui Al Saoud au pouvoir, et notamment de MBS, et pas du tout la volonté d'instaurer une monarchie constitutionnelle, non. L'avantage des technocrates, c'est qu'ils sont plus malléables politiquement. Ah, mais complètement, ils sont aux ordres. Ils sont dévoués, mais alors, enfin, pas corps et âme, j'exagère, mais en tout cas, ils travaillent comme des dingues pour leur prince. Adel Joubeir, il est évident que si ces décisions très rapides et aussi graves que peuvent être le déclenchement d'une guerre au Yémen, comme ça, déclenchement d'une coalition antiterroriste, on décide ça en 2-3 jours, et derrière vous avez Adel Joubeir qui a tous ces éléments de langage et qui a tout préparé pour tout expliquer. Il est totalement aux ordres. Sous un Saoud El Faisal, ça ne serait jamais passé comme ça, parce que c'est un poids lourd et qu'il faut convaincre, etc. On n'a plus ça en Arabie Saoudite. Donc c'est ça qui vraiment tranche aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir, parce que les technocrates, parce qu'ils s'entourent quand même d'une technocratie extrêmement compétente, pour le coup. Là, Mohammed Ben Salman, c'est lui qui est à l'origine du remaniement ministériel le 29 avril dernier. Donc c'est vrai que c'est lui qui donne le tempo. Mais il ne s'agit évidemment pas du tout d'imaginer un royaume d'Arabie Saoudite réformé sur le plan politique, participatif. Ça, c'est totalement exclu. Et c'est pas du tout la volonté de Mohammed Ben Nayef, qui est ultra sécuritaire aussi. Ce que disait Stéphane sur le fait que l'Arabie Saoudite est depuis une décennie... vraiment, c'est un pouvoir qui se banalise comme un petit peu les républiques dynastiques arabes, finalement, où le système coercitif est au centre du pouvoir. Ça, c'est vraiment
un des aspects sur lesquels je travaille aujourd'hui, même sur l'ensemble des autres monarchies du Golfe, c'est vraiment la nouvelle donne aujourd'hui qui est vraiment au centre des pouvoirs monarchiques du Golfe. Donc peut-être que ça va être un petit peu la faille de ces systèmes-là. Mais la seconde faille, c'est une absence, c'est le contraste de cette vision par rapport à une absence de vision stratégique régionale. Les mêmes, vous décrivez technocratiques, intelligents, ce que vous voulez, s'enfoncent dans ce marécage, dont il est très bien de dire qu'il est sans issue. Ils embarquent une coalition de briques et de broc rassemblés à Couchek, parce que quand on a vu les Maldives, le Soudan, enfin voilà, chacun est venu chez le Cameroun, il est venu chercher son petit chèque. Ils n'ont pas pris en compte, ils n'ont pas réellement vu venir, ils n'ont pas pu prévenir l'accord nucléaire iranien. Ils n'ont pas pris acte de ce qu'il y avait un nouveau, un nouveau pôle politique d'une nouvelle nature qui se mettait en place en Iran. Je veux dire, moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'un manque. Je suis tout ce que vous venez de dire, mais ça contraste fortement avec un manque assez remarquable, alors qui génère ici ou là des critiques virulentes, de vision stratégique au plan régional. Je veux dire, ils se sont plantés sur l'Iran, sur l'Irak, en laissant pourrir la situation, en disant chic, on va retarder l'arrivée d'un concurrent qui va inonder de pétrole un marché déjà déprimé. Ils entretiennent des bombardements, d'ailleurs même sans retardement à côté de chez eux. Je veux dire, moi je suis quand même frappé par un manque de vision stratégique. Ils continuent de laisser pourrir la relation privilégiée avec leur allié privilégié à Washington, dont on ne peut pas dire que la relation soit particulièrement affectueuse en ce moment. Je veux dire, je suis quand même frappé par ce contraste. Et ça, j'aimerais bien avoir votre vue là-dessus. Non, vous avez raison, c'est ultra court-termiste. Il n'y a pas de stratégie, de vision à long terme, ça c'est vrai. D'ailleurs, ce qui est frappant quand vous parlez même à des princes ou à leurs conseillers, c'est qu'ils vous disent « Oh ben vous savez, une fois qu'on a les problèmes en face de nous, on s'y attaque. » Donc c'est vraiment ultra court-termistes, ils ont le nez sur le guidon aujourd'hui, et comme je le disais, ils sont effectivement sur la défensive, ultra nerveux, et réagissent un peu au coup par coup, partageant entièrement ce que vous dites. Il n'y a pas du tout de vision stratégique globale à moyen et long terme. Et ils sont véritablement sur la défensive, totalement paniqués, effectivement, par le retour assez construit et assez bien pensé de l'Iran dans la région et au sein de la communauté internationale. Ils sont pris de court et ce qui est ils sont très affectifs, les Saoudiens, et ils n'ont pas du tout supporté ce manque de lien avec Obama, qui est apparemment un monstre froid, quoi, qui a des relations rationnelles, quoi. Il n'y a pas d'affect. Même le roi Abdallah, à l'époque, était très chagriné du fait qu'il n'y avait pas de relation. Ils ont essayé d'avoir des relations particulières avec... Ils le font toujours. Dès qu'il y a un président qui arrive à la Maison-Blanche, ils ont des relations extrêmement personnelles. Ça n'a pas marché, ça n'a pas pris avec Obama. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Et donc ça c'est vrai que ça les a mis dans une situation où voilà, c'est la maîtresse trompée par son pire rival, quoi. Sauf que, attendez-moi, il y a quoi une dimension particulière dans la relation américano-saoudienne, c'est le contentieux en septembre, qui est ressorti avec régulièrement l'évocation des fameuses 28 pages du rapport bancaire en disant « je le montre ». Pour ceux qui n'entendent pas, dans la dimension du désamour saoudo-américain, il y a quand même l'affaire de la résurgence du contentieux du 11 septembre, où on reparle des 28 pages manquantes du rapport, où on montre qu'un certain nombre de personnages saoudiens étaient sérieusement mouillés. Obama a cherché à se servir de ce levier pour amener les Saoudiens à plus de compréhension. Ça a raté manifestement. Du coup, il y a un désamour dont ce sujet-là est un des chapitres. En fait, je ne dirais pas désamour saoudo-américain, mais il y a un divorce entre les Saoudiens et les démocrates américains. Les démocrates version Obama, peut-être que les démocrates version Hillary, qui est quand même assez proche des Saoudiens, pourraient peut-être, en tout cas eux, ils appellent de leur vœu que ce soit Hillary, qui rééquilibrerait un petit peu la situation. C'est ce jeune homme de 30 ans
qui a précipité la chute du prix du pétrole, qui a baissé. C'est ce jeune homme de 30 ans qui a précipité la chute du prix du pétrole, qui a baissé de 80%. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais, C'est mais non. même si ce n'est pas lui, Ouais. si ce n'est pas lui, Mm. l'Arabie Saoudite s'est aliénée les Russes et les Américains pour cette question du pétrole. Alors on se demande ce qu'ils ont dans la tête. Bah, écoutez, c'est quand même comment dire, le maître d'œuvre de la politique pétrolière saoudienne qui est à l'origine de cette stratégie. C'est Ali Al-Naimi. Hein. Donc ça date pas on va pas tout mettre sur les épaules de ce brave jeune homme. C'est Al-Naimi qui est complètement. Alors effectivement, sa stratégie, c'était d'attaquer les plateformes pétrolières, je ne sais plus comment, de schiste, hein, c'est ça, oui. Voilà, le pétrole non conventionnel nord-américain, pensant que en dessous de 50 ou 60 ou 50 dollars, il s'effondrerait, il fermerait tout, etc. La seule chose qu'ils ont oubliée, c'est la capacité d'innovation des compagnies américaines qui ont été capables, justement, même à 40 dollars, je crois, de rendre à peu près possible l'exploration de ces puits non conventionnels. Donc ça a été ça. Après, il y a eu, de manière assez concertée avec Washington, la volonté d'affaiblir un petit peu la Russie et l'Iran. Hein. Ça, c'était des dommages collatéraux qui étaient, à mon avis, tout à fait concertés entre Washington et Riyad, parce qu'il fallait aussi convaincre l'Iran à vraiment appliquer à la lettre le fameux accord sur le nucléaire, donc là-dessus. Et maintenant que la Russie souffre, oui, mais la Russie est hors OPEP et a exactement la même stratégie que l'Arabie Saoudite en matière de part de marché, hein, donc pour défendre leur part de marché. Donc ça, les Saoudiens sont en train, non pas de pousser le prix à sa chute, mais de préserver leur part de marché, ce qui est assez différent des années 80. Bon, ça, je ressors les articles que j'ai lus du FT, parce que je ne suis pas du tout économiste, hein, mais c'est ce que j'ai compris. Voilà. Tu veux rajouter un petit truc ? Sur les questions de réforme politique, ça a été posé, puis questions de société rapidement. Mais sur les questions de réforme politique, bon, il y a quand même une répression qui va croissant depuis 2-3 ans. La plupart des gens qui étaient considérés en Arabie comme des partisans de la réforme politique réelle, hein, qui demandaient une monarchie constitutionnelle, et ça fait 10 ans qu'en Arabie Saoudite, vous avez régulièrement des pétitions de gens qui demandent la transformation du système en une monarchie constitutionnelle, qui étaient des professeurs d'université. Vous avez tout un collectif qui d'ailleurs avait fondé en 2009 une association, l'association saoudienne des droits civils et politiques. Bon, ils sont tous en prison et ils ont été condamnés à des peines très lourdes, puisque ils ont pris 20 et 25, les chefs ont pris 20 et 25 ans de prison. Et pour le coup, là, on parle d'activistes purement pacifiques, des intellectuels, des universitaires. Donc il y a quand même aussi un resserrage des boulons qui est assez dur, qui est aussi une conséquence de la contre-révolution. Depuis 2013, le Moyen-Orient vit à l'heure de la contre-révolution. Alors, il y a eu des pays où il y a eu une révolution. Évidemment, la contre-révolution, elle vient après la révolution. Mais même dans les pays où il n'y a pas eu de révolution, la peur qu'il y en ait une a fait qu'on a quand même resserré les boulons juste pour marquer le coup. Et c'est le cas en Arabie Saoudite comme ailleurs. Alors, il y a quand même cette question des réformateurs et des conservateurs de la famille royale qui mérite aussi une explication, parce que vous allez lire toute une série d'analyses sur l'Arabie Saoudite vous expliquant que dans les princes vous avez des réformateurs et des conservateurs. Ça fait partie des grands lemmes de l'analyse politique saoudienne. Alors moi j'y crois pas du tout. Je ne sais pas si Fathia est d'accord avec moi. Vous explique que tel prince voilà. Certains d'entre vous se souviennent peut-être des déclarations de Christine Lagarde, très émue après la mort du roi Abdallah, en disant c'est un grand réformateur. Bon, alors. Soyons clairs, la réforme politique n'a jamais fait partie de l'agenda de personne. Okay, les réformistes politiques, ils ont toujours été réprimés, plus ou moins violemment selon les moments. Effectivement, il y avait des moments où on les tolérait plus ou moins à condition qu'ils ne fassent pas trop de bruit. Depuis quelques années, c'est un peu plus dur dans la répression. Mais par ailleurs, il y a quand même deux logiques qu'on retrouve dans les fameuses élections municipales de l'année dernière, où les femmes ont voté. Vous avez certainement entendu parler de Saoudiens, premières élections municipales où les femmes votent. Alors, il y a deux logiques qu'on va retrouver là. La première, c'est comme une logique d'affichage.
saoudiens sont très soucieux de leur image à l'étranger. Ils se rendent compte qu'effectivement, à défaut d'être vraiment réformistes, il faut quand même faire semblant de l'être, parce que c'est bien. Et qu'en particulier, cette question des femmes, elle tient à cœur aux Occidentaux, et que donc c'est bien d'agir en particulier, s'il s'agit de faire de l'affichage, le faire sur la question des femmes est particulièrement et apporte des dividendes réels. Mais d'autres ont fait ça avant eux. La manière dont la question des femmes a été utilisée par les régimes autoritaires, qu'a pensé à la Tunisie de Ben Ali, c'est un Jérémy très différent, mais manière dont on faisait passer la pilule de l'autoritarisme en expliquant, ah, mais attendez, regardez les droits des femmes. Bon, l'Arabie Saoudite, c'est pas la Tunisie de Ben Ali, mais il y a aussi cette idée que, mais regardez, la question des femmes, ça avance. Bon. Alors il faut remettre les choses en contexte, élections municipales, qui n'ont aucun enjeu politique parce que les conseils municipaux n'ont aucune prérogative, où finalement elles ont tellement peu d'enjeux politiques que seulement 10% de la population s'inscrit pour voter, parce qu'il faut s'inscrire sur les listes. Donc vous avez quelques pourcents de la population saoudienne qui a voté. Effectivement, quelques femmes qui étaient par ailleurs enthousiastes, donc il ne faut pas le nier. Je pense que c'était quand même une expérience qui a eu un effet réel en tout cas, à défaut d'être vraiment important, mais plutôt symbolique quand même. Mais c'est pas rien, ça a quand même un sens. Mais enfin voilà, c'est quand même un effet très largement d'affichage. Donc la réforme, c'est pour l'affichage. Bien. Oui, il y avait juste un petit truc sur l'attirance des Saoudiens pour Daesh. Je crois qu'il y a eu une question. Ah oui, c'est bon. On a assez peu. Bon, apparemment, il y a eu plus de 400 jeunes djihadistes appartenant aux cellules de l'État islamique qui ont été arrêtés cet été. Il s'agit de très très jeunes. Dominique Thomas, qui est un expert de ces questions, me dit qu'il s'agit quasi de primo-adolescents qui n'ont pas du tout le parcours initiatique des partisans d'Al-Qaïda, etc. Donc ce sont vraiment des... Et bon, quand on sait qu'effectivement, parmi ces jeunes, les moins de 20 ans, c'est à peu près 40% de la population saoudienne. Je ne dis pas que toute cette population est attirée par Daesh, bien sûr, mais vous avez quand même un pourcentage de très jeunes exclus du système scolaire, etc., qui pose un vrai problème. C'est pas nouveau. Il y a eu les précédents, effectivement, de radicalisation via Al-Qaïda, mais là, sur l'État islamique, et tout ce que ça véhicule en termes de radicalisation via les réseaux sociaux, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que l'Arabie Saoudite fait partie des pays les plus utilisateurs des réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, etc. Donc ils sont parfaitement connectés, etc. Ils sont pas du tout... on n'a pas affaire à une société figée, etc., ultra connectée, qui s'exprime énormément, et puis qui vraiment... les réseaux sociaux, c'est quand même un moyen quand même de tester un petit peu les réactions, etc., les critiques, qui, même si la plupart des comptes, ce sont des pseudos, etc., c'est quand même très intéressant de voir qu'effectivement, l'expression se manifeste dans ces réseaux virtuels. Maintenant, c'est vrai, moi, je ne suis plus une jeune étudiante, je ne vais plus aller faire du terrain comme j'en faisais il y a une vingtaine d'années. Et puis, on a une société qui s'est rajeunie, un pouvoir qui est totalement en train de se révolutionner, et donc un jeune à la tête de cette monarchie aujourd'hui qui a bien compris qu'il pouvait justement attirer cette jeunesse et s'adresser à cette jeunesse. On a effectivement des femmes qui sont pour la plupart plutôt bien éduquées et qui ont accès à de manière, enfin je sais pas, il y a à peu près 18% de la population féminine qui est active, qui a accès difficilement à certains secteurs professionnels, qui s'ouvrent petit à petit. Et là, c'est vrai que le roi Abdallah avait fait quand même pas mal là-dessus, parce qu'il avait compris que les femmes acceptaient beaucoup plus de travailler en deçà de leurs compétences, alors que pour faire travailler un jeune Saoudien qui a, je sais pas, ne serait-ce qu'une licence de droit, comme le fameux Mohammed Ben Salman, eh ben, il veut être manager à défaut d'être le dirigeant de son pays. Chez les femmes, rien de tout ça. Puis en plus de ça, on a quand même un taux de célibat et de divorce extrêmement élevé. Donc la société, là aussi, échange. Et donc, on a effectivement, sur le plan intérieur et sur le plan social, des dynamiques nouvelles et des challenges extrêmement importants.
Au-delà des effets d'affichage, le changement sur la question des femmes en particulier se fait par le bas beaucoup plus que par le haut, comme on a voulu nous le dire au moment des élections municipales. Mais ça occulte de vraies dynamiques par ailleurs, et je crois que je suis d'accord avec Fatia sur ça. Bien, on va donner la parole à la salle pour reprendre 3 questions. Attends, il y en a derrière qui attendent. Et je vais demander aux 2 intervenants de faire des réponses courtes pour en permettre davantage de questions. Oui, j'aimerais bien avoir votre analyse en fait sur la position de l'Arabie sur ce qui se passe en Syrie. Parce que bon, je comprends bien que l'Arabie s'oppose à Assad parce que c'est un régime pro-iranien. Mais en même temps, aujourd'hui, l'opposition qui s'oppose à Assad et qui prend de la puissance sur le terrain, c'est bien l'État islamique. Et d'après ce que vous avez analysé, c'est que l'État islamique ou l'islam sunni, enfin l'islam politique est aussi considéré comme ennemi pour l'Arabie. Donc je ne vois pas finalement, elle est où la logique. Enfin, je veux dire, si on est contre Assad et contre l'État islamique, c'est quoi la position de l'Arabie sur ce qui se passe en Syrie, en fait, finalement? Ils sont pour... D'autres questions? Et ensuite, merci. Il y a un autre conflit ou un autre enjeu régional énorme qui est la question israélo-palestinienne. Et est-ce que vous adhérez à la thèse selon laquelle il y a une alliance objective entre le royaume saoudien et Israël aux dépens des Palestiniens? Il y a eu des scénarios que vous avez évoqués, notamment le coup de force de Salman qui pourrait abdiquer et donner le pouvoir à son fils, dont la compétence est quand même sujette à beaucoup de questions, hein, même si effectivement il a un beau look, comme le dit Fatiha. Mais quelles sont les chances d'un scénario inverse? Parce qu'on a parlé dans la presse il y a quelques semaines, il y a quelques mois, d'une grogne assez forte du reste de la famille, du clan Soudairi par exemple. Est-ce qu'il y a une possibilité de coup de force en cas de décès de Salman, dont on dit qu'il n'a pas une santé florissante, et il pourrait y avoir un coup de palais, un coup d'état de palais où Mohammed Ben Salman pourrait être tout simplement écarté? Ouais. Alors, sur la Syrie, les Saoudiens soutiennent l'opposition syrienne, parce que l'État islamique n'est pas la force qui combat Assad en Syrie. L'État islamique ne combat pas vraiment Assad en Syrie. Pour le moment, ils combattent l'un et l'autre, ce qui reste de l'opposition syrienne au milieu. Donc, cette opposition syrienne, elle est, depuis le début, un peu le pari de l'Arabie saoudite, mais aussi de la France, des États-Unis. Enfin, c'est ce qui reste de ces groupes, qui continuent quand même de tenir un parti non négligeable du territoire. C'est moins que l'État islamique, c'est moins que le régime. Enfin, ils tiennent quand même sur une partie du territoire. Ils ont peut-être une centaine de milliers d'hommes, ce qui est plus que l'État islamique. Donc, c'est pas non plus un pari complètement perdu d'avance. Le grand problème, et l'analyse que faisaient les Saoudiens jusque-là, c'était que cette opposition syrienne, elle est très divisée en une grand nombre de groupes, avec ce qui reste de l'armée syrienne libre, mais des groupes islamistes, des groupes salafistes, non djihadistes, mais qui bordent quelquefois avec le djihadisme, comme Ahrar al-Sham. Donc vous avez toute une mouvance qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite, d'une certaine manière, de ce spectre, qui aujourd'hui reste malgré tout le pari que fait l'Arabie saoudite, comme d'ailleurs, alors avec aujourd'hui des états d'âme malgré tout, mais c'est le pari que continue à faire l'Occident, avec quand même pas mal d'états d'âme. Et les Saoudiens ont organisé le mois dernier une conférence à Riyad pour essayer d'unir tous ces groupes de l'opposition syrienne. Ils ont signé une plateforme commune. C'est quelque chose d'important en vérité, parce que c'est la première fois que tous ces groupes se mettent d'accord. Le seul qui n'a pas signé, c'est Ahrar al-Sham, qui s'est retiré au dernier moment. Mais tous les autres ont signé, y compris des groupes comme Jaish al-Islam, qui sont des groupes très conservateurs, qui ont signé quand même un communiqué qui promet une Syrie démocratique et pluraliste. Donc déjà, c'est quand même un coup de force d'avoir fait signer ce document à des groupes qui, a priori, avaient des déclarations qui pouvaient laisser penser qu'ils avaient une autre vision de la Syrie de demain. Donc voilà, donc les Saoudiens continuent de miser sur ça. Aujourd'hui, ils le font en collaboration avec les Turcs et les Qataris, ce qui n'était pas le cas par le passé. Ça, c'est l'un des changements post-Salman. C'est-à-dire qu'en 2013-2014, il y a quand même une concurrence
très importante entre les Saoudiens, les Qataris et les Turcs. L'une des raisons de cette concurrence, c'est qu'Abdallah, dans ces 2 dernières années, je l'ai dit tout à l'heure, il fait passer son anti-islamisme sunnite avant son anti-iranisme. Et donc, il va, en particulier sur le dossier syrien, essayer de tout faire pour limiter le soutien aux groupes islamistes. Donc, contrairement à ce qu'on pense, le soutien saoudien en Syrie, c'est essentiellement l'armée syrienne libre, qui depuis le début, et vous parlez avec des gens de l'armée syrienne qui vous disent, sans le soutien saoudien, on ne serait plus là aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment les... Donc, contrairement là aussi aux gens qui pensent que l'Arabie saoudite agit de manière idéologique, dans le cas syrien, elle agit... elle ne soutient pas des acteurs qui sont de son bord, entre guillemets, idéologiquement. C'est le soutien des acteurs qui étaient, a priori, ceux qu'on appelait en France les laïcs, même si la question de ce que veut dire le terme laïque dans le contexte syrien se pose. Mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, donc du coup, après la mort d'Abdallah et l'arrivée au pouvoir de Salman, on a une politique plus pragmatique. Salman, il est moins anti-islamiste et plus anti-iranien qu'Abdallah. Et donc, il va se rapprocher du Qatar et de la Turquie. Donc, on a un soutien aujourd'hui qui est conjoint à ces groupes. Qui commençait à porter ses fruits. Dans les premiers mois de l'année 2015, vous voyez vraiment l'opposition syrienne qui avance sur le terrain, et puis arrive l'intervention russe. Et c'est l'intervention russe qui a bloqué l'avancée de l'opposition syrienne. Donc voilà, aussi pour dire qu'en Syrie, il y a quand même une troisième voie, elle existe toujours, elle est menacée. Aujourd'hui, avec l'intervention russe, on a du mal à voir ce qu'elle pourrait donner, mais voilà, elle existe, et c'est quand même la voie que les Saoudiens ont choisie. Ce qui explique aussi d'ailleurs, c'est l'une des raisons de la proximité d'ailleurs politique entre la France et l'Arabie saoudite, c'est que sur le dossier syrien, il y a quand même depuis le départ une certaine proximité. Juste un mot, et puis sur la réaction au coup de force, coup de force avéré, et puis au coup de force possible de Mohammed bin Salman. Oui, il y a un mécontentement réel. Alors, il y a eu des pétitions anonymes, on a vu un peu circuler des choses comme ça. Mouchtahed, qui est donc un compte sur Twitter qui prétend révéler les secrets de la famille royale, c'est un peu le tabloïd saoudien, si vous voulez. Hein. C'est un peu le canard enchaîné, si vous voulez, comment vous dire, Mouchtahed. Donc, tous les jours, il tweet et il révèle des secrets qui, quelquefois, s'avèrent être vrais, et puis des fois, il dit des choses qui sont complètement fausses. On ne sait pas du tout qui il est. Il a des millions de followers, donc il est très, très suivi. C'est vraiment ce que les Saoudiens lisent au petit déjeuner le matin pour s'informer. Alors, s'informer parfois de se nourrir de rumeurs aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de rumeurs. Mais lui explique, en particulier, au moment du coup de force donc la nomination de Mohammed bin Salman, le conseil d'allégeance a été réuni après coup, après que la décision a été prise, et une vingtaine de princes ont quitté le conseil d'allégeance en claquant la porte et en disant c'est inacceptable. Donc ça fait quand même presque la moitié des princes qui ont considéré que le coup de force, dès le départ, était inacceptable. Et on parle aujourd'hui d'un rapprochement entre Mohammed ben Nayef et effectivement le dernier partisan d'Abdallah qui reste, qui est son fils, qui est Mehtab ben Abdallah, à la tête de la garde nationale, dont Fathi a parlé. Et là, effectivement, on pourrait imaginer une alliance Mohammed ben Nayef, Mehtab ben Abdallah. On a aussi les partisans de Ahmad, qui est un prince de première génération dont le tour a été sauté dans la ligne de succession, qui agite aussi. Oui, lui, son tour a été sauté par le passé. Mais il y a aussi des gens qui agitent en sa faveur. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une alliance entre tous ces gens ? Moi, j'ai l'impression qu'ils sont déjà très, très divisés entre eux, malgré tout. Et que... Ahmed est Azbi. Non, je ne pense pas que ce serait en faveur d'Ahmed. Hein. Mais je pense qu'il y a des gens, il a quand même un groupe de gens qui le soutient, en particulier ceux qui ont fait cette pétition anonyme, qui le proposaient comme un candidat alternatif. Donc voilà, il y a des gens qui agitent. Effectivement, je pense qu'autant le coup de force qui a consisté à écarter Mogren est passé relativement comme une lettre à la poste, parce que Mogren était un personnage relativement falot auquel je veux dire, peu de gens dans la famille tenaient vraiment, autant Mohammed ben Nayef, c'est un autre morceau. Et là, évidemment, ça pourrait provoquer des réactions majeures. Je veux dire, à la limite, il pourrait se ranger derrière Mohammed ben Nayef. On pourrait revenir à un scénario un peu de la fin des années 50, Saoud contre Faisal, où il y a eu un premier épisode de tension entre deux candidats au pouvoir. Voilà. Vraiment très rapidement, parce qu'on doit tous partir. L'alliance objective Arabie Saoudite-Israël, non. D'abord, c'est pas objectif. Hein. C'est des accords. Ils sont en accord par défaut. Hein. Ils voulaient dézinguer l'accord iranien. Les Saoudiens et les Israéliens, de ce point de vue-là, se rejoignent. Mais on ne peut pas du tout parler, effectivement, d'alliance objective contre les Palestiniens. Ça me paraît
Ça ne me paraît pas tenir la route du tout. Il y a effectivement des points de convergence, mais vraiment par défaut, hein, seulement. Ça ne fait pas de l'Arabie saoudite. Effectivement. Les Israéliens, très souvent, font des annonces comme ça, nos amis alliés des monarchies du Golfe, etc. Et ça fait beaucoup de mal, bien sûr, aux Saouds par rapport à leur opposition islamiste, etc. Où, effectivement, on dénonce la collusion des Al-Saoud avec l'axe impérialiste, américano-sioniste, et j'en passe. Voilà. Hein. Donc, voilà. Et puis, effectivement, je trouve les préjugés, les idées reçues et faciles qui ont vraiment la vie dure sur l'Arabie saoudite, moi, c'est vrai que ça me fatigue de répéter que non, l'Arabie ne finance pas Daesh et que sur la Syrie... je trouve que l'Arabie saoudite, en tout cas, effectivement, depuis la politique un peu plus rationnelle de Salman, a un rôle quand même assez constructif hein, sur, justement, avec de réunir cette plateforme, etc., syrienne. Mais ce qui a totalement cassé le processus, c'est l'intervention russe. Poutine veut qu'on dise c'est soit Assad, soit l'État islamique. Et malheureusement, il va finir par y arriver. Hein. Parce qu'il y a eu l'assassinat de Zahlan Allouche, pratiquement au lendemain de la réunion de la plateforme Ariad. Là, on ne peut quand même pas blâmer les Saoudiens de ne pas jouer le jeu, justement, d'une sortie du conflit et d'essayer d'être constructif. Donc, de ce point de vue-là. Alors, je ne dirais pas la même chose sur le Yémen, effectivement, où cette guerre... totalement folle, où ils n'arrivent absolument pas à arrêter ce processus, qui leur coûte, alors d'après une dépêche Reuters, j'ai vu que ça coûterait par mois 175 millions de dollars à l'Arabie saoudite, ne serait-ce que les frappes. Ne parlons pas des mercenaires soudanais, colombiens même, etc., qui ont été amenés avec les Émiriens, hein. Donc, c'est vrai que autant sur cette guerre au Yémen, pour moi, effectivement, ça peut avoir des conséquences a posteriori sur la stabilité intérieure en Arabie saoudite. Et ça, c'est vrai que le moins que, comme le disait Michel Makinski, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas du tout dans cette nouvelle équipe dirigeante de vision stratégique globale sur comment voir la région, etc. De ce point de vue-là, effectivement, c'est assez inquiétant. Voilà, je vous remercie. Sur Israël-Palestine, l'Arabie saoudite a toujours penché du côté de l'OLP et jamais du Hamas, par ailleurs. C'est-à-dire qu'on oublie aussi que le Hamas, alors même pendant la dernière période d'Abdallah, Khaled Meshal était persona non grata à Riyad. Aujourd'hui, on le reçoit une fois de temps en temps quand même, mais pas trop. Et l'allié des Saoudiens en Palestine, l'autorité palestinienne, c'est plutôt l'OLP. Ce qui, d'une certaine manière aussi, les rend plus israélo-compatibles. Parce que finalement, l'OLP, c'est quand même les gens avec lesquels les Israéliens travaillent. Donc, je veux dire, voilà, on a souvent cette image là encore, contre cette idée de l'Arabie saoudite qui soutient frénétiquement les islamistes. En vérité, non, c'est pas le cas. Bien, excusez-moi, mais je crois qu'il est l'heure. On ne va pas poser de nouvelles questions et donc nous vous remercions d'être venus. Et je vous rappelle la revue Moyen-Orient.